Nature urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet, en partenariat avec les Jardins de Galie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Natures urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville avec ce jingle signé, et c'est de circonstance, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Alors, pour démarrer, sans plus attendre, notre billet. Nature urbaine, le billet vert. Pour ce premier billet vert, que dites-vous de vous balader en forêt ? La forêt, la 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 la. Pour les professionnels de l'immobilier et pour les fils de pub, la forêt est plutôt un refrain d'un sacré opus. En effet, opus dont le titre original est Live is Life. En 1985, cela ne s'invente pas. Car la forêt a été sous les feux de la rampe ces 6 derniers mois. Ça a été très chaud, pour ainsi dire. Tout a commencé en avril, quand la forêt de Notre-Dame est partie en fumée. Puis la canicule sonna, on cria « haro » sur la chaleur. Et enfin jaillirent Bolsonaro et le Brésil embrasé qui nous firent si peur. De Notre-Dame des cendres, retiendrons-nous l'attitude des vautours, plus vilains que quelques grimaçantes gargouilles qui, sur la dépouille encore fumante, ont pour certains par provocation, pour d'autres par peut-être réel souci d'innovation, et pour les derniers enfin, pas les moins nombreux, il faut l'avouer, alléchés par les billets verts, eh bien retiendrons-nous donc cette période d'agitation, de surenchère, de spéculations enflammées sur la future forme ou le futur matériau de la charpente et de la flèche. Car qui cause encore aujourd'hui au coin du feu de ces élucubrations ? Comme en matière de vivant, prenons le temps, celui de la réflexion. De la canicule, retiendrons-nous ces 3 jours flirtant avec les 40 degrés ? Un tour de chauffe avant le marathon climatique qui nous attend, avec en 2050 15 jours de canicule d'affilée et plus de 50 degrés à Paris. Vous trouvez que Jean Jolive ? Peut-être. Peut-être car Jean Jouzel, spécialiste du climat, interrogé en juin, n'avait pas encore les dernières prévisions des experts français qui annoncent depuis octobre pour fin 2100, non pas plus 4, mais plus 7,5 degrés. Avec de belles réjouissances en perspective. Alors pour atténuer les effets des îlots de chaleur qui sont exacerbés par ces canicules, pourquoi, comme à Paris, ne pas créer des forêts urbaines ? En voilà une belle idée ! Car l'arbre est un climatiseur naturel, comme nous le rappelait avec grande pédagogie Marjorie Musy, qui est spécialiste au CEREMA, et c'est à lire, je vous y invite vivement, dans Le Monde daté du 26 juin. Alors les partisans s'enthousiasment, comme le paysagiste Michel Desvignes, les opposants crient au scandale. Il faut dire que beaucoup d'entre eux, devant le poste de maire, trépignent. D'autres s'interrogent. Anne ? Sylvestre ? J'aime les gens qui doutent, écrivait l'autrice-compositrice éponyme. Posons donc ici un doute positif, un doute technique. La forêt, du latin silva, et notre invité ne nous démentira pas, est un véritable écosystème. Le rafraîchissement vient de l'interface entre le végétal, l'eau et le sol. Ce sol, les dessous de Paris, qui sont souvent en gruyère, ne permettent pas forcément de le reconstituer. Il n'est qu'à voir actuellement la place de la Bastille. Mais l'idée est posée, en des termes sans doute plus stimulants et plus apaisés que pour la cathédrale, pour que s'ouvre enfin un nécessaire débat entre la préservation du patrimoine et l'augmentation inédite de la place de la nature au service de nos villes. Que dire de la forêt amazonienne ? Est-ce que le flux d'informations a éteint le feu ? Rien n'est moins sûr. On nous apprend dans France 24 que des représentants de peuples dits indigènes ont entamé une tournée européenne, à commencer par Paris, pour alerter sur leur sort. Mais la forêt, c'est aussi Marie, dite la dame aux yeux d'or. Marie Laforêt, qui a connu 5 mariages, qui est née dans une époque où l'emploi de ce mot n'était pas encore interdit, ne serait-elle pas plutôt demoiselle ? Ce serait bien pratique pour cette chronique, car la demoiselle aux yeux d'or désigne la chrysope, qui est un magnifique insecte, la chrysope, que l'on qualifie d'auxiliaire. En effet, elle est friande d'autres insectes qui, s'ils sont trop nombreux, vont se développer aux dépens des plantes dont ils se nourrissent. C'est un allié des jardiniers dans ce qu'on appelle la protection biologique. Alors écoutons encore et encore Marie Laforêt. Et c'est une invitation que je lance à notre invité. Si tu rêves de beauté et de jours sans fin, de torrents glissants au cœur des forêts, viens avec moi, viens. Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens sur la montagne, là-haut, il fait si bon. Nature urbaine, l'interview, première partie.
Et oui, notre invité connaît la montagne, il aime la nature, et sa montagne à lui, c'est d'abord la montagne Sainte-Geneviève, car il est en effet directeur de l'expertise au Muséum national d'histoire naturelle et directeur de l'unité mixte de service Patrinatre entre le Muséum, le CNRS et l'Agence française pour la biodiversité. Il est également président, entre autres, du conseil scientifique de l'association Conseil international biodiversité et immobilier, dont votre serviteur, par les Jardins de Galie, est membre fondateur. Alors, Jean-Philippe Siblet, bonjour. Bonjour Pierre Darmet. Jean-Philippe, vous êtes le parrain de cette émission et j'en suis très heureux. Nous allons ensemble parler de votre métier d'une part et puis ensuite de vous, car derrière chaque professionnel de la nature se cache probablement, nous le verrons à travers les différentes émissions, un passionné. Alors, votre domaine, c'est la biodiversité. On parle aussi de nature, on parle aussi de vivant. Qu'est-ce que c'est ? Alors la biodiversité, c'est un concept récent, puisque avant, comme vous venez de le dire, on parlait de nature, et c'était peut-être d'ailleurs un concept plus appréhendable par la majorité de nos concitoyens. Mais la biodiversité est un terme un peu plus précis, qui permet de définir la diversité du vivant selon 3 items. D'abord, la diversité des espèces. Alors, quelques chiffres. Les spécialistes nous indiquent qu'il y aurait entre 17 et 20 millions d'espèces sur la planète. On en connaît actuellement entre 7, 8 millions. Et on sait qu'on en décrit à peu près 10 000 par an. Ce qui laisse penser que beaucoup d'entre elles auront disparu avant qu'on n'ait plus les décrire. Le deuxième item, c'est la diversité des habitats. Donc évidemment, pas de diversité spécifique sans diversité des habitats. On connaît la théorie de la niche écologique. Un arbre en soi est aussi une niche écologique très particulière puisque les espèces se répartissent le long du tronc, le long des branches de façon tout à fait particulière. Et puis le troisième item qu'on oublie souvent, mais qui est très important, c'est la diversité génétique. Pas de biodiversité sans diversité génétique. Un arbre issu d'un même clone verrait sa population entière décimée à la première attaque virale. Donc voilà en gros les 3 items qui constituent la biodiversité. Alors, on parle beaucoup du réchauffement climatique, on l'a dit tout à l'heure. On parle aussi de l'érosion de la biodiversité. Oui. Cette question va être directe. C'est grave, docteur ? Alors c'est grave, je confirme que c'est grave. Nous vivons actuellement la 6e crise d'extinction. Dans les temps géologiques, on en a vécu 5 auparavant. La 5e était la disparition des dinosaures. Et ce qui caractérise cette crise d'extinction sont 2 phénomènes tout à fait déterminants. Le premier, c'est que elle est causée elle est causée même uniquement par l'homme, d'où la notion d'anthropocène qui n'est pas une ère géologique. Ne faites pas cette erreur, ce n'est pas une ère géologique, c'est une période de l'histoire de la Terre. Et par ailleurs, c'est un phénomène qui s'accélère à une vitesse 10 fois 100 fois supérieure à ce qu'on a connu par le passé. Et ça veut dire que les espèces qui disparaissent, ce qui a toujours été le cas par le passé, les espèces qui disparaissent ne peuvent pas être remplacées par d'autres, puisque les phénomènes d'évolution, au muséum on connaît la grande galerie d'évolution, ne peuvent pas se produire, et donc on a des pertes sèches d'espèces, et on a également une uniformisation des faunes et des flores, parce que des espèces plus résistantes se substituent petit à petit à des espèces qui le sont moins, et on va vers une faune et une flore qui vont être mondialisées à l'échelle de la planète. Donc des espèces emblématiques disparaissent. Est-ce qu'il y a des espèces proches de nous qu'on peut voir dans notre environnement quotidien qui disparaissent également ? Alors dans notre environnement quotidien, je ne sais pas. En tout cas, oui, il y a des espèces qui disparaissent en France. Moi, de mon vivant, j'ai commencé l'ornithologie en 71, date à laquelle j'ai commencé à marquer des noms d'oiseaux sur un carnet. J'ai vu disparaître la piriège grise de nos campagnes de l'île du Sud, de l'Île-de-France. Maintenant, sans forcément vouloir faire du sensationnel, on a quand même des espèces comme les grands singes qui sont extrêmement proches de nous. Je vous invite à aller voir Nénette à la ménagerie du Jardin des Plantes, cet orang-outan absolument fabuleux. Si vous regardez cet animal dans les yeux, vous y voyez quelqu'un qui est un animal qui est très proche de nous, très proche physiologiquement, très proche également dans les comportements. Et ces animaux, les orang-outans, sont en voie de disparition par le fait que les forêts d'Asie dans lesquelles elles se développent sont coupées et disparaissent à une vitesse absolument incroyable. Donc oui, les choses vont mal et les animaux et beaucoup d'espèces végétales et beaucoup d'espèces beaucoup moins médiatisées comme les invertébrés disparaissent.
un exemple, Oui. les insectes sur les pare-brises. Il y a 40 ans, vous faisiez un Paris-Lyon en voiture sur l'autoroute, vous vous arrêtiez 3 fois pour nettoyer votre pare-brise des impacts d'insectes. Aujourd'hui, vous pouvez le faire, même avec un aller-retour, et vous n'aurez pas besoin de vous arrêter pour nettoyer votre pare-brise. C'est donc un indicateur extrêmement puissant. Oui. Alors, il paraît également que le nombre d'individus par espèce diminue. Oui. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait vrai. On a une perte d'espèces et on a des pertes d'effectifs au sein des espèces. Alors c'est le cas particulièrement pour les insectes. Oui. On a des études, une étude notamment qui a été menée en Allemagne, Oui. qui a montré qu'on avait perdu 75% de la biomasse en insectes dans un pays comme l'Allemagne qui est évidemment industrialisé, mais qui n'a pas non plus l'endroit le pire de la planète. Alors 75% de la biomasse pour nos auditeurs, ça veut dire le poids, la masse Oui. que représentent les insectes a chuté des 3/4 dans un temps récent. Tout à fait. C'est depuis l'après-guerre. Ce qui expliquerait que de ce fait-là, par rapport à il y a quelques années, et on peut en effet le constater, l'exemple que vous donnez, on pouvait faire un trajet en voiture avec le pare-brise recouvert d'insectes et qu'aujourd'hui il est pratiquement vierge. Complètement. Et alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça a comme conséquence? Oui. Vous précédez pas la question, c'est parfait. Il n'est pas difficile de comprendre que s'il n'y a plus d'insectes, tous les animaux qui s'en nourrissent, évidemment, souffrent. Et c'est une des raisons principales de la diminution des espèces, notamment des espèces d'oiseaux insectivores, qui ne trouvent plus à s'alimenter. Oui. Alors, dans tout ça, que fait le muséum? Est-ce que c'est un grand cabinet de curiosité où on répertorie les insectes, les oiseaux, l'ensemble des espèces, et puis on regarde les trains passés, ou on agit? Que fait le muséum? Alors le muséum, ça a été ça au départ, au moment de sa création, c'était le jardin du roi, et c'était un jardin de curiosité. Le roi envoyait des missions dans le monde entier, ramener des animaux, dont certains pouvaient avoir une valorisation économique, ou pour des besoins d'alimentation. Et puis au fil du temps, le muséum a évolué, et il s'est rendu compte que ces sujets d'études disparaissaient, et s'est donc investi dans des actions de conservation de la nature. Alors soit à travers des actions de connaissance, parce qu'on peut ne protéger que ce qu'on connaît, évidemment. Donc les collections participent aussi de cette mission. C'est pas simplement des objets punaisés dans des boîtes au muséum, c'est aussi des capacités de récupérer de l'ADN, c'est aussi des capacités d'utilisation de ces exemplaires, donc pour tout un tas de choses, notamment une discipline qui prend beaucoup d'importance en ce moment, qu'on appelle le biomimétisme, ou la bio-inspiration. Oui. Voilà. Et puis également un volet de sensibilisation, parce que parmi les missions du muséum, il y a tout ce qui concerne la diffusion des connaissances au public, la sensibilisation, donc ça c'est extrêmement important. Et parmi les lieux un peu emblématiques, il y a la Grande Galerie de l'Évolution, j'en parlais tout à l'heure, mais qui est quand même un puissant vecteur de communication sur le sujet de la préservation des espèces et des habitats. Et puis également, je dirais, une implication peut-être, alors pas militante, puisque le muséum n'a pas vocation à être un militant. Enfin, en gros, même si on a des convictions, on est censé représenter la science et de manière indépendante, mais néanmoins, on est quand même très proche, le muséum est quand même très proche de structures associatives dont les missions sont de relayer ce que fait le muséum à travers la communication, à travers la diffusion, et puis à travers également tout un tas d'actions de sciences participatives qui impliquent le citoyen dans ces dispositifs de connaissance. Donc c'est très clair, et je vous remercie. La question était volontairement un petit peu provocante. Connaître, c'est aussi le premier pas pour pouvoir comprendre, s'inspirer du vivant. Vous avez cité ce mot qui est de plus en plus utilisé. On va voir s'il l'est concrètement dans les années qui viennent. Et puis aussi de sensibiliser nos citoyens. Alors on en vient à une presque dernière question de la première partie de cet entretien. L'érosion de la biodiversité, elle est massive, à la fois en termes d'espèces, en termes d'habitat, en termes de nombre d'individus dans ces espèces. C'est très grave. Pourquoi s'intéresser à la biodiversité urbaine? Première question. Et la deuxième, que peuvent faire les acteurs de la ville? Et puisque nous sommes sur Radio Imo, que peuvent faire les professionnels de l'immobilier pour faire leur part? Alors la réponse, elle peut paraître compliquée, mais elle est finalement relativement simple si on s'en tient à ce que nous annoncent les démographes et les urbanistes, à savoir que 75% de la population va vivre dans des villes d'ici 2050 ou la fin du siècle. Bon, voilà, on peut se chamailler sur les chiffres, mais enfin, très rapidement, 75% des habitants de cette terre vont vivre dans des villes. Donc, il y a un enjeu absolument déterminant
à mettre la nature dans la ville, d'abord pour leur bien-être, mais aussi parce que des études qui ont été menées en sciences humaines, parce que le muséum fait aussi dans ce domaine-là, ont montré que lorsqu'on prive les citoyens de nature, il n'y a plus de demande sociale. Alors imaginez un monde déjà durement touché par la crise d'extinction, dans lequel les habitants n'auraient plus d'appétence ou n'auraient plus d'empathie pour la nature. Ça serait absolument catastrophique. Donc rien que ça justifie qu'on s'intéresse à la nature en ville. Ensuite, comment faire ? Bon, aujourd'hui, on a une multitude d'expériences, d'études, de travaux, de choses qui sont réalisées qui montrent qu'on peut faire des choses pour la nature en ville. Un exemple qu'on prend souvent, c'est les toitures végétalisées. On a des superficies quasiment infinies qui sont aujourd'hui totalement inutilisées pour différentes raisons, mais qui sont parfois aussi liées au fait que les architectes sont finalement assez casaniers et qui considèrent que mettre du végétal sur un toit, c'est pas forcément pratique, que ça peut poser des problèmes, etc. Si on commence à végétaliser les toitures autrement qu'en plantant du sédum un peu béton vert, on va commencer à voir arriver une biodiversité. On peut même imaginer de la culture agricole de produits maraîchers en circuit court. Ça se fait aussi déjà dans certaines cités ou dans certains quartiers. On peut aussi imaginer de végétaliser les façades avec, là encore, le soin de ne pas prévoir des systèmes trop consommateurs en eau. Et puis, il faut aussi réfléchir la ville comme un écosystème. C'est-à-dire qu'il faut mettre aussi ces espaces en relation pour que tout ça soit fonctionnel. Alors, la notion de fonctionnalité, c'est un peu pompeux et ça mérite peut-être qu'on s'y attarde quelques minutes. Mais en gros, il ne s'agit pas de mettre de l'herbe et de se dire d'un seul coup, ça va être une explosion de biodiversité. C'est pas si simple. Donc, il faut mettre tout ça en relation. Il faut que les végétaux fonctionnent parce qu'il y a aussi un fonctionnement de la nature et que derrière, on ne soit pas non plus trop ambitieux. Il ne s'agit pas de faire revenir des loups ou des ours en ville. Il s'agit de faire revenir des espèces qui étaient autrefois communes et qui ne le sont plus. Et qui, au-delà des fonctions qu'elles peuvent offrir pour les écosystèmes, vont nous offrir aussi du bien-être et également la satisfaction de voir des choses belles. Et ça, en soi, ça a déjà aussi une grosse valeur. Alors, merci pour ces précisions. Effectivement, on parle d'expérience de nature. Il y a des scientifiques au muséum côté sciences humaines qui travaillent avec des écologues sur ce sujet. Et donc, plus on vit connecté à la nature, plus on peut avoir espoir qu'on la protège aussi. Complètement. Et vous parliez de la biodiversité. Merci d'avoir souligné le sujet de la fonctionnalité. Je crois que certains de vos confrères, ils vont un peu fort parfois sur la bonne et la mauvaise biodiversité. Je vous invite à lire un article que nous avons rédigé et qui est publié sur le site des Jardins de Galie. Nous l'avons écrit il y a un petit peu plus d'1 an et qui s'intitule « L'abeille qui cache la forêt » et qui fait écho à cette étude que France Inter a relayée au mois d'octobre et qui atteste d'une surpopulation d'abeilles domestiques qui font concurrence aux abeilles sauvages qui sont à peu près plus de 1000 en France. Eh bien, la réponse n'est pas stop aux ruches, elle n'est pas de jeter le discrédit sur les espèces domestiques, mais elle est bien de reproduire des équilibres. Je crois que c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes également, oui, Jean-Philippe. Tout à fait, je confirme ça. Merci beaucoup pour cette première partie. On voit qu'on pourrait faire plusieurs émissions sur le sujet. Alors tout de suite, nous allons passer au reportage avec un reportage enregistré à Angers, dans la résidence d'habitat social Les Héliades du promoteur Podelia. Et nous allons avoir un entretien avec un habitant jardinier qui anime le jardin partagé et avec Olivier Lemoine, qui est écologue de la société Élan et cofondateur de l'association Sibi, dont nous sommes membres, Jean-Philippe et moi, et qui a labellisé cet ensemble bâti avec le label Biodiversity. Nature urbaine, le reportage. Nous sommes maintenant avec Olivier Lemoine à la résidence Les Héliades à Avrier de Podelia. Alors Olivier, qu'est-ce que c'est que ce site ? C'est la première opération
de logement social labellisé biodiversité en France. Et c'est une opération où la question des usages, de la qualité d'usage des jardins et de l'intégration de la nature dans une opération immobilière a été particulièrement poussée. Alors comment est-ce que ça se matérialise en quelques mots, d'un point de vue écologique, d'un point de vue des usages? Quelques exemples d'actions concrètes? Des jardins appropriés par les habitants, un potager, un espace de jeu, une vieille pompe en fonte qui permet de récupérer l'eau, etc. Mais aussi sur le toit des biotopes nouveaux formés, des ruches, des plantes grimpantes, énormément de plantes grimpantes sur les façades, etc. Des balcons végétalisés, tout en restant un immeuble très contemporain et très moderne. Alors merci pour ces informations. Je rappelle, Olivier Lemoine, que vous êtes chef du service biodiversité chez Elan, vous êtes écologue et cofondateur du Conseil international biodiversité et immobilier qui a créé le fameux label Biodiversity. Merci beaucoup. Le label Biodiversity, son axe 4 majeur, c'est vraiment la qualité c'est les bénéfices et les usages que peuvent faire les habitants des espaces verts. Et je pense que vous voyez bien qu'un espace vert comme ça, il change complètement par rapport à la génération des espaces verts, où en gros on n'avait pas le droit de marcher sur les pelouses et c'était juste en fait. Alors nous sommes ici aux Zéliades à Avrier avec Frédéric qui est jardinier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Frédéric, dites-nous ce que vous faites ici dans ce jardin. Donc voilà, je suis Frédéric, donc je suis un des éléments moteurs du jardin partagé. Donc voilà, grâce à ce jardin-là, nous avons réussi à faire des rencontres entre plusieurs voisins. Voilà, donc il n'y aurait pas eu ce jardin, nous n'aurons pas eu de rencontres. Et grâce à ce jardin-là, donc nous sommes 6 parcelles actuellement, donc, et nous rencontrons entre 10-15 locataires et grâce à eux, nous faisons des soirées le soir, nous mangeons sur les tables extérieures et nous sommes prêts à diviser nos parcelles pour que d'autres personnes puissent venir avec nous. Il y a 57 logements, donc 57 résidences, voilà, et au jardin, nous sommes actuellement 6 résidents, voilà. Donc l'année prochaine, nous sommes un 7e, voilà, et nous parlons à 10-15 résidents régulièrement. Grâce aux réseaux sociaux, nous avons plusieurs moyens pour parler ensemble, pour pouvoir dire ce que nous voulons faire. Nous avons les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, comme tout le monde. Nous avons Smile aussi, et puis le téléphone, et puis le porte-à-porte aussi, pour essayer de trouver d'autres personnes pour venir avec nous. Il y a toujours des personnes réfractaires à tout, je comprends, je conçois, je respecte, voilà. Mais il y a des personnes qui n'auraient jamais fait ça avant, et grâce au porte-à-porte, sont venues avec nous. Donc nous avons différentes parcelles, voilà, donc nous sommes quasiment 100% tout le monde à faire des tomates. Ça, donc la tomate n'est pas un légume mais un fruit. C'est un fruit auquel à 100% les adhérents aux locataires à nous, voilà, donc aux parcelles, cultivent. Nous avons aussi des courgettes, nous avons des choux, nous avons eu des tournesols que nous gardons les graines pour refaire pour l'année prochaine. Nous avons des potimarrons, vous avez du potiron, voilà. Donc nous avons des piments, des poivrons, des artichauts. Les œillets d'Inde, donc ce sont une fleur très propice aux abeilles, voilà, qui sont les insectes pollinisateurs. Nous avons aussi beaucoup de bourrache. Aussi, c'est une fleur aussi que les abeilles prolifèrent beaucoup. Voilà, donc l'œillet d'Inde et la bourrache, voilà, ce sont les deux fleurs quasiment qu'il faut. Voilà. Nous avons un peu de marguerite aussi. À la base, donc notre bailleur, Podelia, nous a mis à disposition une cuve auquel elle se remplit avec l'eau de pluie. Voilà, donc sur les 2 bâtiments que nous avons un bâtiment qui est relié avec l'eau de pluie, un récupérateur d'eau de pluie. C'est une cuve de 3000 litres enterrée, voilà. Et nous avons une pompe auquel nous nous servons pour pouvoir puiser l'eau. Voilà. Et sinon, en cas de forte sécheresse, comme on l'a eu cette année, Podelia nous a fait mettre accès à une arrivée d'eau au niveau d'un des bâtiments pour nous permettre de continuer à irriguer. Il faut essayer de trouver du temps, voilà, donc le temps aussi, la météo joue en notre faveur aussi. S'il fait mauvais, on ne vient pas au jardin. Le moindre laps de temps, 1 heure, on en profite pour venir faire arracher les herbes, et quand il fait très chaud, on arrose le soir, comme tout jardinier. On peut dire que c'est une pièce commune, on peut dire qu'on passe du temps, le nombre de temps par semaine, entre 2, 3, 4, 5 heures par semaine, à peu près, en temps moyenne. On peut monter à plus suivant le temps. Bien sûr, s'il pleut toute la semaine, on n'y passera pas de temps. Mais une semaine sans pluie, on est quasiment 1 heure à 1 heure et demie tous les jours. Nous avons l'association Label Verte qui nous a fait mettre à disposition un composteur. Voilà, maintenant 2. Donc là, je suis le référent composteur avec Label Verte. Donc
80%, 70% des locataires ici, donc environ 40 locataires, se servent des déchets végétaux pour mettre au niveau du composteur, que nous servons et que pour l'année suivante, pour faire du compost. Frédéric, merci beaucoup. Vous êtes maître jardinier, maître d'animation et maître composteur. Bravo et merci pour cette super présentation. Je vous remercie aussi. Bonne journée. Merci beaucoup. Nature urbaine, l'interview, deuxième partie. Deuxième partie de cet entretien avec Jean-Philippe Siblet, directeur du patrimoine naturel, de l'expertise et du patrimoine naturel, de plein de choses au Muséum national d'histoire naturelle. Nous allons aborder la deuxième partie avec l'invité, son parcours, les raisons de son engagement et je dirais les aspérités qui font que les femmes et les hommes sont aussi des natures urbaines. Alors un petit portrait. Il est là devant nous avec son visage à la fois volontaire et sage, sa cravate ornée d'un oiseau sur son cardigan. En fait, sa gueule, tout simplement. Jean-Philippe Siblet, c'est une figure. Un de ces personnages charismatiques qui sait à la fois naviguer dans les hautes sphères sans jamais transiger et avec un franc-parler légendaire qui fait vraiment du bien. Une gueule de celle que l'on voit dans les bandes dessinées. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais sa voix me fait penser à celle de Pierre Tornade, qui notamment était la doublure d'Astérix le Gaulois. Mais c'est peut-être plus aux triplettes de Belleville que l'on devrait penser. Car Jean-Philippe, vous n'avez pas toujours été un grand directeur au muséum, car vous êtes né à Paris, dans le 13e arrondissement, et votre carrière professionnelle a démarré au PTT. Alors pour les plus jeunes de nos auditeurs, c'est l'administration des postes télécommunications. Et de là à vous imaginer partir de bon matin sur les chemins, il n'y a pas qu'un pas, mais qu'un vélo. Alors que Poupou vient de nous quitter, on imagine tout de suite la scène, boyau sur l'épaule. Alors j'exagère un peu, mais en quelques mots, quel est votre parcours ? Mon parcours, il est tout à fait atypique. Merci d'ailleurs de l'avoir tracé de façon aussi originale et ça me touche. C'est un parcours atypique, pourquoi ? Parce que d'habitude, quand on fait une carrière dans le monde de la science, on est formaté, on est un fort en thème, un fort en maths, un fort en physique-chimie, et moi j'étais pas du tout ça. D'ailleurs, il est bon ton souvent de dire moi je suis tombé dedans depuis que j'étais petit, c'est pas tout à fait le cas. Quand j'étais vraiment plus jeune, disons entre 7 et 15 ans, j'étais intéressé par l'histoire, je voulais devenir prof d'histoire, et mon univers c'était les châteaux forts, les chevaliers et les batailles napoléoniennes. Et puis un jour, un concours de circonstances a fait que j'ai eu un coup de foudre pour les oiseaux suite à un jeudi. À l'époque, c'était les jeudis, c'était pas les mercredis. J'allais jouer chez un ami qui n'était pas là et son frère regardait les oiseaux au bord de la Seine et ça a été une véritable révélation. Et cet amour pour les oiseaux s'est transformé petit à petit en une addiction. Et comme j'avais pas le cursus qui me permettait de faire les études qui m'auraient normalement amené à travailler dans un domaine scientifique où j'aurais pu réaliser ma passion, j'ai fait un choix qui était de dire je me lance dans la vie professionnelle et puis j'assouvis cette passion par ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai eu une bonne étoile qui m'a suivi tout au long de ma carrière, mais néanmoins avec un fil conducteur, parce qu'à 16 ans j'avais écrit une lettre au directeur de l'époque du Muséum national d'histoire naturelle qui était célèbre, qui s'appelait Jean Dors, en lui demandant naïvement du travail. Il m'avait répondu d'ailleurs avec une lettre signée apparemment de sa main, une lettre encourageante, bien évidemment il me donnait pas du travail, et j'ai mis en fait 35 ans pour assouvir ce rêve. Donc voilà, alors oui, parcours atypique, mais finalement malgré tout qui laisse à penser que quand on a vraiment envie des choses, on les obtient, et qui passe aussi par, avant d'arriver au muséum, une carrière dans des services extérieurs de l'État, où j'avais en charge la politique de protection de la nature en Île-de-France, et ça m'a appris d'abord à convaincre. Ça m'a appris aussi à discuter, parce que certes j'ai un franc-parler, parfois ça m'a un petit peu joué des tours, mais j'ai aussi appris à négocier avec les gens, à comprendre leur métier et à essayer de pas faire ce que faisaient peut-être certains, c'est-à-dire essayer de gagner une fois sur 10 et d'en tirer une satisfaction presque personnelle, mais plutôt d'essayer de gagner 10 fois sur 10 un petit peu. Alors c'est peut-être moins visible, mais en tout cas ça peut donner des résultats parfois intéressants, et j'ai par exemple beaucoup travaillé dans le domaine du réaménagement des carrières, notamment dans les vallées alluviales, pour aboutir à la création d'espaces. Et mon plaisir est de voir aujourd'hui des jeunes ornithologues visiter ces sites sans savoir qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y avait des pelleteuses et des toupies, et que tout ça est artificiel.
Alors quand on parlait de franc-parler, effectivement, qui est rafraîchissant et je le réaffirme ici, effectivement, il y a aussi cette habileté. Est-ce que ça vous a aidé, au fond, de ne pas être chercheur, de ne pas être du sérail ? Je sais pas si ça m'a aidé. En tout cas, j'en ai jamais fait ça m'a jamais ennuyé, en tout cas. Je sais que j'avais des collègues dans l'administration qui étaient vraiment peinés de ne pas avoir ce qu'on appelle une peau d'âne, c'est-à-dire un diplôme bien ronflant. Moi, j'ai même eu dans ma carrière des gens qui m'ont dit « mais tu as combien de thèses ?» Et du coup, j'en avais pas et ça ne me posait pas particulièrement de problème. Après, ça m'a certainement permis de côtoyer des gens, de côtoyer des situations que je n'aurais pas côtoyées si j'étais rentré directement dans le monde de la science ou si j'avais été chercheur moi-même. Et ça, je pense que c'est intéressant et c'est enrichissant. Non pas que les chercheurs n'ont pas ce type d'expérience, mais en tout cas, moi, aucune partie de ma carrière professionnelle n'est achetée. J'ai tiré du profit partout parce que j'ai essayé quitte à faire les choses pour en manger, pour gagner sa vie, autant les faire bien. Et du coup, j'ai trouvé du plaisir à faire des choses étonnantes, comme par exemple apprendre le morse pour communiquer avec des bateaux dans une station radio maritime. Et ça amène quoi ? Ça amène à rencontrer des gens un peu fous qui, non contents de travailler pour gagner leur vie, vont pendant leurs vacances sur des bateaux pour remplacer les radios qui sont eux partis en vacances. Alors, vous parlez de bateaux, vous avez parcouru le monde. Combien de pays vous avez compté ? Je sais pas, mais je dirais une quarantaine. Une quarantaine de pays avec un fil conducteur, évidemment, oui. La nature, et puis les oiseaux. Et puis les oiseaux, toujours. Oui, parce que les oiseaux incarnent pour moi une certaine forme, alors c'est un peu bateau de dire ça pour le coup, mais incarnent un peu la quintessence du beau, de la liberté, et j'avoue qu'il y a une telle diversité de comportements, de formes, que on peut pas se lasser. Et moi, chaque année, je recommence une liste des oiseaux que je vois à proximité de chez moi. Et le 1er janvier, j'ai toujours autant de plaisir à voir le moineau domestique ou le rouge-gorge. Et c'est infini, c'est-à-dire que je ne suis jamais blasé. Voilà. Après, je suis pas simplement ornithologue, je suis aussi naturaliste. Je suis président d'une association naturaliste qui est vieille maintenant de presque 110 ans. Et je m'intéresse à tout. Voilà. Maintenant, oui, effectivement, les oiseaux ont ma faveur et j'avoue humblement, et c'est pas politiquement correct de le dire aujourd'hui, que mon bilan carbone n'est pas forcément tout à fait excellent. Alors, ce n'était pas le sens de la question. On va faire un petit point de définition pour nos auditeurs. On m'a dit que vous étiez un grand cocheur. Ma première question, c'est, est-ce que votre femme le sait ? Ma femme le sait et elle le supporte. Ah, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce que c'est, être cocheur ? Alors, cocheur, ça vient du premier ouvrage grand public sur l'identification des oiseaux en Europe, qu'on appelait le Peterson, raccourci du nom d'un auteur américain qui s'appelait, malheureusement il est décédé, Roger Torrey Peterson, qui a bâti un ouvrage tout à fait didactique, où il pointait avec des flèches quels étaient les critères qu'il fallait regarder sur les oiseaux pour l'identifier. Et les premières pages du livre étaient une liste d'espèces avec une place pour mettre une coche, un petit bâton, une croix qu'on appelait une coche. Et par habitude, par extension, les ornithologues ont dit quand je vois un oiseau nouveau, je coche. Et alors, il y a plein de façons de cocher. On peut cocher les oiseaux du jardin, on peut cocher les oiseaux qu'on voit de la fenêtre de son bureau, on peut cocher les oiseaux du monde, à peu près actuellement, selon les auteurs, environ 12 000 espèces. On peut cocher dans l'année, recommencer chaque année, on peut cocher sur une île. Enfin, il y a une multitude de coches. Alors les champions de ça, c'est les Anglais et les Américains qui n'ont pas du tout de complexe par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, on a même inventé un terme en France qui était les cocheurs honteux. C'est-à-dire les gens qui cochaient mais qui ne le disaient pas parce qu'ils avaient honte, parce que c'était pas bien de cocher, c'était considéré comme un peu un jeu, quelque chose qui était un peu qui était pas scientifique, etc. Alors qu'en Angleterre ou aux États-Unis, tous les plus grands scientifiques ont leur liste de coches qui publient en ligne, il n'y a aucun problème. Bon, la France a toujours été en retard. Bon, maintenant, on rattrape ça. On a même des sites en ligne où on peut cocher, où on peut mettre ses listes. Et c'est les sciences participatives, ça fait partie de ça ? Ça peut faire partie de ça parce que, par exemple, quand on va sur ces listes de coches, on met non seulement le nom de l'espèce qu'on a coché, mais on met le lieu, on met la date, et du coup, on peut récupérer ces informations pour les inclure dans des bases de données. Alors, ça peut aussi être de la science participative.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'art du compromis, de gagner toujours, un petit peu mais toujours. Vous travaillez beaucoup pour la biodiversité urbaine, en tant que notamment, mais c'est une toute petite mission, président du conseil scientifique du CIBI, qui rassemble des acteurs de l'immobilier, de la construction, des écologues, des paysagistes dont nous sommes, des associations de protection de la nature. Et vous avez toujours, depuis assez longtemps, développé des partenariats avec le secteur privé pour aussi alimenter les travaux de votre équipe, qui est nombreuse, hein, je crois que c'est plus de 100 personnes. 105 personnes, voilà. Pour vous, c'est important, ces passerelles entre public et privé ? C'est déterminant. Alors, à la fois dans l'esprit, mais aussi, je dirais, de façon très pratique. Pourquoi ? Parce que un service comme le mien n'est pas financé pour faire de la recherche et du développement. Donc, on a besoin, nous, de faire ça pour être à la pointe du progrès, pour être vraiment, je dirais, en ligne avec ce qui se fait actuellement. Et donc, ces partenariats nous permettent aussi de faire ça. Et c'est vraiment des partenariats. On n'est pas dans une relation client-fournisseur, on est dans une relation de partenariat. Chacun des deux partenaires apporte quelque chose au dispositif. Donc ça, c'est à mon avis extrêmement important. Et c'est aussi important pour les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin d'être citoyennes, incontestablement. Enfin, je veux dire, on voit bien. Et puis, elles ont besoin aussi que leurs salariés se sentent bien ou soient fiers de l'attitude de l'entreprise dans différents domaines, notamment dans le domaine de la biodiversité. Et les partenariats qu'on a sont particulièrement fonctionnels et intéressants pour les entreprises qui travaillent sur le terrain. Donc, des entreprises qui vont extraire des matériaux, des entreprises qui vont construire des routes, etc., ou qui vont faire de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que l'image qu'ont ces entreprises n'est pas immédiatement aux yeux du grand public favorable à l'environnement, et les personnels de ces entreprises ont besoin de s'identifier, ont besoin d'être fiers, et je crois que c'est un point vraiment extrêmement important, cette dimension sociale et humaine pour les entreprises. Alors après, il y a aussi d'autres enjeux qui peuvent être aussi des enjeux concurrentiels. On peut citer des exemples, par exemple d'usines de recyclage de déchets qui, comme vous l'imaginez, portent sur des centaines de millions d'euros, enfin en tout cas des dizaines, et qui où l'intégration de l'usine dans son environnement et l'aménagement de l'usine elle-même ont été un facteur déterminant pour le choix du projet. Donc on voit bien que ça peut aussi devenir maintenant quelque chose qui rentre dans le domaine concurrentiel et qui peut être un puissant attrait pour les entreprises, pas simplement pour se verdir, parce que, voilà, mais vraiment pour aller améliorer leurs pratiques. Et améliorer aussi le travail de vos équipes. Alors, vous parliez aussi tout à l'heure de sciences participatives, vous parliez de carrière. Vous avez bouclé la boucle à double sens en faisant l'année dernière le Tour de France, le vrai. Et c'est vous qui avez initié un partenariat, je crois, entre le Muséum et le Tour de France. Et donc, nous avons devant nous le David Attenborough français. Et je le dis là aussi sans vouloir le flatter. On se connaît depuis longtemps avec Jean-Philippe. Et vous avez parcouru la France et fait des pastilles d'1 minute 30 à 2 minutes maximum, et notamment expliquer en quoi la biodiversité après travaux et réhabilitation d'une carrière pouvait aussi être intéressante. Et ça, c'est une approche assez novatrice dans votre métier. Alors, c'est une approche assez novatrice. Alors, ce programme, il avait 7 ans cette année. Il en aura 8 l'année prochaine, puisqu'on sait qu'il va être reconduit. Et oui, il y a eu une pastille avec justement un de nos partenaires, qui est aussi un partenaire financier de ce programme. C'est pas négligeable. Et qui a souhaité qu'on puisse parler d'une partie de ces choses-là. Je vous cache pas qu'il y a eu quelques petites réactions épidermiques, parce que les gens, encore une fois, globalement, assimilent l'ouverture d'une carrière à quelque chose qui détruit. Je pense avoir démontré que c'était pas forcément toujours le cas, et que quand on part de milieux qui sont des milieux relativement dégradés, on peut arriver à recréer quelque chose d'intéressant. Évidemment, si une carrière s'installe dans une tourbière, mon discours devient un tout petit peu différent, vous l'imaginez. Voilà Jean-Philippe Siblet. Alors avant de conclure, une dernière question, une question plus personnelle, c'est la question Jacques Chancel. Et Zlatan dans tout ça? Alors Zlatan, ça fait partie d'une de mes facettes. J'avais fait une interview il y a quelques temps sur une radio, je crois que c'était RFI, et qui s'était appelée l'invité multifacette. Et effectivement, j'ai plusieurs facettes, dont une que je n'ai aucun problème à dévoiler, qui est mon intérêt pour le football. Plus particulièrement pour une équipe dont les initiales commencent par un P et se terminent par un G, et qui a eu la chance, parce que je pense que c'en était une sur le plan footballistique, d'héberger un joueur exceptionnel, Zlatan. Et ce joueur qui est
tellement décrié parce qu'on on le dépeint comme quelqu'un de totalement égocentrique, qui a un ego surdimensionné, moi me plaît parce que d'une part il me fait rire par ses déclarations, parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'était que le deuxième voire le troisième degré, et parce que c'est un footballeur absolument fabuleux pour moi, qui n'a pas eu d'équivalent et qui n'aura pas d'équivalent avant longtemps dans ce monde un peu déjanté qui est le football, mais qui peut parfois aussi offrir un peu de plaisir. Eh bien voilà, cet entretien avec Jean-Philippe Siblet et cette première émission de Natures Urbaines s'achève. Un entretien de haute volée comme Zlatan, où on a mouillé le maillot. Merci à tous et à la prochaine dans Natures Urbaines, l'émission qui relie le vivant et la ville. Nature Urbaine, l'émission qui relie le vivant et la ville, animée par Pierre Darmet en partenariat avec les Jardins de Galie.